Mesdames et messieurs, bonjour, soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de notre journal de 15 heures, à la une dans l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, lancement du premier festival culturel de Tedjoura. Et enfin, dans l'actualité internationale, le vote du Conseil de sécurité encore reporté. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Eh bien, le président de l'Assemblée nationale, M. Dileta Mohamed Dileta, en mission de travail à Addis Abeba, a été accueilli par le président de la Chambre des représentants des peuples de la République démocratique et fédérale d'Éthiopie, M. Tagaès Chafo. Dileta a assisté sur l'amitié djibouto-éthiopienne. Le président de l'Assemblée est tête d'une délégation parlementaire composée de Omar Al-Saïd, qui est aussi président du groupe d'amitié djibouto-éthiopienne, Al-Abdi Farah et Hachem Abdullah, Salah Ali Armake, Idriss Ahmed Arre et de l'ambassadeur de Djibouti en Éthiopie, Abdi Mohamed Haïbé. Après l'accueil, une tête-à-tête, le président de l'Assemblée nationale a exprimé depuis l'hémicycle de l'Assemblée nationale devant la représentation réunie pour l'événement. Eh bien, dans son discours, le président de l'Assemblée nationale, M. Dileta Mohamed Dileta, a tenu un discours en rappelant les nombreux magnifiques projets et structurants que nous avons déjà réalisés, a-t-il dit, sont la preuve vivante des dynamismes de notre coopération bilatérale. L'intégration régionale doit rimer avant tout avec des meilleures routes et une sécurité routière encore améliorée, des formalités plus légères pour circuler entre les pays, pour faciliter la libre circulation des personnes et des biens. Voilà tout le sens de cette visite, a-t-il rappelé le président. D'abord, rappeler notre engagement entraide et de solidarité, mais également donner un lien bilatéral et une nouvelle dimension dans tous les domaines. Le président de l'Assemblée nationale a rappelé que Djibouti et l'Éthiopie sont déjà l'un pour l'autre le principal partenaire commercial dans une relation équilibrée. Ils sont l'un pour l'autre le premier investisseur. Djibouti est aujourd'hui le pays dont l'économie est la plus ouverte de la région. La relation exceptionnelle entre l'Éthiopie et Djibouti se fonde sur une vision commune du monde, une même foi dans une communauté de valeurs. Bien sûr, nos intérêts ne sont pas toujours identiques, mais cela ne nous empêche pas d'avancer ensemble dans le respect de l'autre. Cette entreprise est l'aboutissement d'un lent effort commun de dialogue permanent dans une même convergence et dans nos exécutions respectives. Tout de suite après, la délégation parlementaire djiboutienne conduite par le président de l'Assemblée nationale, M. Dileta Mohamed Dileta, ont visité le musée national d'Addis Abeba. La délégation parlementaire, accompagnée par son ambassadeur à Addis Abeba, ont eu l'opportunité de prolonger au cœur de l'héritage éthiopien. Ils ont immergé dans une expérience riche, explorant des artefacts fascinants qui racontent l'histoire millénaire de l'Éthiopie. Parmi les trésors exposés, la collection d'objets anciens, témoins de l'antique civilisation éthiopienne, a captivé l'attention de la délégation parlementaire. Rappelons que le président de l'Assemblée nationale a exprimé son gratitude envers cette expérience immersive, soulignant l'importance de préserver et de partager ce patrimoine culturel d'une valeur inestimable. Retour à Djibouti, où la salle de conférence du CERD a abrité un séminaire scientifique au sujet des écosystèmes palmiers comme une solution pour le développement de la culture climato-résiliente, présidé par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Dr Nabil Mohamed Ahmed, et a vu la participation du directeur général de CERD, Dr Jalaluddin Mohamed. Parmi les participants de ce séminaire, on compte des représentants ministériels, d'organisations internationales, le directeur de la culture ou encore la FAO, des nombreux étudiants, jeunes chercheurs et agriculteurs, animés par le directeur de l'Institut des scientifiques de la vie, Dr Abdurrahman Daher. Dans les pays du Sahel et à Djibouti en particulier, les écosystèmes oasiens constituent la principale ressource économique du milieu rural. Cependant, les exploitants agricoles sont de plus en plus fragilisés par les aléas climatiques extrêmes et la pression anthropique. Cela entraîne une dégradation sévère des ressources phytogènes du palmier Ware, des experts de récolte considérables, menaçant ainsi directement la sécurité alimentaire des populations rurales. Ce sont typiquement des problématiques que nous devons traiter aujourd'hui dans le cadre de l'adaptation par rapport aux problèmes qui se posent et notamment les problèmes liés au changement climatique. Nous savons encore aujourd'hui, il y a eu la COP28, nous connaissons les difficultés pour arriver
à trouver des points communs et à prendre des grandes décisions à l'échelle mondiale, arriver à véritablement contrôler les émissions des CO2, de l'ensemble des gaz à effet de serre, retrouver peut-être stabiliser le climat, espérer stabiliser, parce qu'on sait aujourd'hui que nous sommes dans des phases de perturbations très significatives de par le monde. Et donc, il y a une réalité qui s'impose à nous tous, c'est de travailler sur l'adaptation. Eh bien, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche se réjouit d'avoir présidé au développement d'une agriculture climato-résiliente. Les chercheurs de Djibouti, et pas que de Djibouti. Nous sommes très heureux également ce matin d'avoir parmi nous un universitaire qui vient du Niger pour participer à cet atelier, mais également nous faire part de la problématique qui existe dans ces pays. Et puis, je pense que la coopération nord-sud est très importante parce que le savoir et la connaissance existent dans le nord, le besoin existe dans le sud, et comment on peut faire cet échange entre le nord et le sud. C'est une longue histoire que nous avons commencé, comme le disait tout à l'heure Jaludine, plus d'une vingtaine d'années avec l'IRD, représenté ici par Frédéric Aberling, le CIRAD, qui nous a également rejoints, et puis un ensemble de partenaires pour que l'Afrique puisse avoir accès à des technologies qui puissent à la fois être low cost, mais également qui puissent répondre à des problématiques de développement, je dirais, et de résilience. Ce sont des termes qu'on utilise, adaptation, résilience, mais de façon effective. Le travail qui est présenté aujourd'hui a déjà été entamé depuis plusieurs années avec des très bons résultats. Nous continuons à croire en tout cas que Djibouti, terre de rencontre, de paix et d'échange, continue à s'ouvrir vers la région et au-delà de la région. On a tenu un atelier, une conférence de très haut niveau sur la Grande Muraille Verte, et on continue toujours à vouloir jouer ce rôle de hub, de logistique et transport, certes, mais également de connaissances au niveau de l'Afrique. Et l'aide qui est apportée aujourd'hui par l'IRD, par le CIRAD, nous est d'une très haute importance, notamment par le renforcement des capacités humaines, et elles existent autour de vous et dans la salle, mais également par la mise en place de plateformes où les chercheurs puissent exceller, puissent répondre à ces problématiques. Et l'aide que vous nous apportez ce matin, je tiens vraiment à rendre un hommage à l'IRD et au CIRAD, de mettre en place vraiment les structures à Djibouti. Eh bien, après avoir présidé l'atelier et agrosystème palmier comme une solution pour le développement d'une agriculture climato-résiliente, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche a visité le laboratoire des scientifiques et de la recherche. Eh bien, le ministre de l'Enseignement a eu la visite guidée de ce laboratoire où les travaux réalisés ont permis l'identification des marqueurs génétiques pour le sexage des plantes de palmiers d'Awer dès le stade juvénile. Ce sexage précoce est essentiel car il permet aux agriculteurs la sélection précoce des plantes femelles à forte valeur ajoutée, rentabilité et beaucoup plus élevée. L'approche adoptée vise à encourager la production sexée, laquelle, en générant un brassage génétique, contribue à accroître la diversité des palmarès. Des palmiers dattiers, c'est-à-dire que maintenant nous disposons de marqueurs génétiques pour faire des tests PCR de façon à identifier le sexe des palmiers. Aujourd'hui, quand on plante des graines, il faut attendre plusieurs années que les palmiers soient adultes, qu'ils soient en floraison, pour connaître leur sexe. Et avec cette innovation technologique, eh bien, quand la plantule fait quelques mois, on va faire un prélèvement de feuilles, on va extraire l'ADN, et puis ensuite, on va être capable, par PCR, de déterminer si c'est un palmier mâle ou un palmier femelle. Donc c'est extrêmement intéressant pour les agriculteurs parce que cette technologie va s'intégrer dans des programmes de préservation de l'agrobiodiversité. Et on sait qu'à Djibouti, il y a un patrimoine génétique de palmiers qui est très intéressant. Il y a de nombreux palmiers qui sont très appréciés des agriculteurs, des variétés locales qui sont cultivées. Et on va pouvoir les multiplier par graines
et les sexer ensuite. Et la multiplication par graines offre plusieurs avantages, et notamment la rapidité et le coût, puisque les palmiers produisent beaucoup de graines qui ne sont pas utilisées. Et donc ça met à disposition une technologie de multiplication qui est peu chère et qui peut être déployée facilement sur le terrain, tout en maintenant la diversité génétique de ce patrimoine. Social à présent où le ministre des Affaires musulmanes et des biens Waqf, M. Boumin Hassan Barré, a reçu mercredi dernier à son cabinet une mission de la Banque islamique de développement composée de 2 experts de la direction des investissements. En l'occurrence, M. Ghazen Khalifi et M. Germazi. Cette visite s'inscrit dans le cadre des partenariats fructueux entre cette institution bancaire et le ministère des Waqf, qui a donné vie à plusieurs projets. Le ministre Boumin Hassan Barré a souhaité la bienvenue à la délégation en mettant l'accent sur l'importance de la relation existante entre son département ministériel et la Banque islamique de développement dans la réalisation des méga-projets de développement des biens Waqf, notamment la réalisation telle que le Ryan Mall et la cité ministérielle 2. À savoir que le directeur général des biens Waqf a pris part à cet entretien entre son ministre de tutelle et les experts de la Banque islamique de développement. Au cours de cette réunion, les experts ont informé le ministre l'objet de leur mission qui consiste à faire un rapport d'achèvement du projet et documenter les résultats du projet afin de tirer les leçons et d'appliquer les meilleures pratiques aux projets futurs. Le ministre Boumin Hassan Barré a promis toutes les facilités pour réaliser leur travail et a formulé les voies et moyens de renforcer leur collaboration à travers la réalisation des projets durables au profit des biens Waqf. À l'issue de cette rencontre, le directeur général des biens Waqf, El Menour, a fait visiter les experts le Ryan Mall et la cité ministérielle financée par la Banque islamique de développement située sur le long du boulevard Hassan Goulet, commercial Hamoudi au centre-ville financé par le biais des partenariats publics-privés dans le but de constater de visu l'impact positif de ce projet pour le développement du pays. Direction le nord du pays, où je vous le disais hier soir, la ville blanche a abrité hier soir le lancement officiel du premier festival culturel de Tadjoura. Placé sous le parrainage du ministère de la Jeunesse et de la Culture, l'association dénommée Tekem Tarago a pris l'initiative d'organiser ce premier festival culturel de grande ampleur à la corniche de Tadjoura en présence des hautes autorités de la population tadjouroise. L'ouverture officielle du festival de Tadjoura s'est déroulée dans une ambiance particulièrement festive. La cérémonie a été marquée par des discours officiels de hautes personnalités du pays, des représentants du festival, représentants civils et coutumiers de la ville. Ce premier festival soutenu culturel enthousiasme les habitants de Tadjoura qui en sont venus en masse pour assister avec joie et à fierté à ce grand rendez-vous. Il convient aussi de noter un nombreux passionnés festival, des jeunes et des moins jeunes, des femmes comme des hommes venus des 4 coins du pays et de la sous-région. Outre la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Moumin Assoué, sous le parrainage duquel ce festival culturel s'est déroulé. Ce festival, il y a eu lieu de préciser la participation de hautes personnalités, notamment le ministre de la Décentralisation, Qassim Arrahli, du ministre de la Défense, natif de la région, Hassan Omar Mohamed, du ministre de l'Intérieur, Saïd Nour, leurs collègues de l'Environnement, Mohamed Abdelghad Moussa Halem, ainsi que des représentants diplomatiques accrédités en République de Djibouti, sans oublier de mentionner la présence du chef de corps de la garde côte, le colonel Ouass Omar Bourré, et des responsables de l'association Tekem Tarago, initiatrice de cet événement culturel riche en couleurs. Par ailleurs, une forte délégation de l'État régional Afar, composée des intellectuels, tout d'abord, s'est également déplacée depuis l'Éthiopie pour occuper sa place non négligeable dans la tenue de ce festival. Ce festival est organisé à Tadjoura, une ville pittoresque et historique, afin de célébrer la diversité culturelle qui recèle notre région de Tadjoura. Le but de ce festival est animé par la volonté commune de mettre en avant les valeurs, le dynamisme culturel et d'offrir une occasion unique de rassembler la communauté locale, les visiteurs, pour participer ensemble à diverses activités phares, culturelles et artistiques. Du tourisme. La première édition de ce festival a pour thème le développement touristique de notre région. Car Tadjoura, comme vous le savez tous, regorge de ressources et d'atouts considérables.
Santé à présent, où le ministère de la Santé, en collaboration avec les partenaires techniques et financiers, ont entrepris des activités d'envergure de fort impact pour rapprocher les services de vaccination à la population durant 2 dernières années écoulées. Des activités intégrées dans le domaine de la santé, de la mère et de l'enfant, ainsi que plusieurs campagnes de vaccination de masse ont été menées pour l'objectif de l'élimination et l'éradication des maladies évitables par la vaccination. C'est dans cette optique que le secrétaire général du ministère de la Santé, Mohamed Ali Mohamed, a présidé un atelier de restitution des données de l'enquête visant à évaluer la performance et la couverture vaccinale des structures de santé de Djibouti et des régions de l'intérieur. Cette cérémonie a vu la présence du représentant adjoint de l'OMS, M. Farhad Hassan Farah, des experts techniques de l'UNICEF et de l'OMS, ainsi que de hauts cadres du département de la santé. Ainsi, pour la suivi de certains indicateurs de performance, avec le concours technique et financier de l'OMS, à Djibouti a mis en œuvre du 14 au 16 décembre une enquête qui est une approche adjointe du collecte, de traitement et d'analyse des données. Pour rappel, l'enquête ou méthode anti-échantillonnage pour GRAP pour l'assurance de la qualité offre l'avantage de réaliser une étude sur certaines problématiques ciblées dans le cadre de la mise en œuvre d'un programme qui vise d'une manière rapide disposer des informations servant de base à la prise de décision et orientation des planifications futures d'un programme. Les indicateurs concernés de cette enquête sont relatifs à la vaccination du Panta, de la rougeole, ciblation, évaluation de 2 à 11 mois pour l'antigène Panta 1 et de 9 à 15 mois pour le vaccin de la rougeole. Le secrétaire général du ministère de la Santé a dans son intervention d'abord remercié toutes les personnes qui ont contribué de près ou de loin à la réalisation de cette enquête, spécialement les enquêteurs indépendants. Il a notamment indiqué que ces données permettront dans le futur de mieux cibler les interventions. Ainsi, l'ensemble du territoire sont vaccinés, mais il a également montré qu'il existe des secteurs où nous devons fournir plus d'efforts, améliorer la couverture. Les recommandations seront formulées pour mettre en place une bonne stratégie pour renforcer la couverture vaccinale. Direction le Nord, toujours dans le cadre des festivités des Journées internationales des migrants, l'OIM de Djibouti et les Nations Unies à Djibouti ont organisé une célébration au centre d'orientation et d'assistance des migrants. L'événement comprenait des activités artistiques, culturelles et sportives réunissant des migrants, le personnel de l'OIM, les autorités communales locales, dont le préfet d'Obok, Moussa Adel-Migeni, et le vice-président du conseil régional, Ahmed Ali Cheikh, ainsi que le coordinateur résident des Nations Unies à Djibouti, José Barona, et le représentant du HCR. La journée a commencé par une marche symbolique avec les participants jusqu'aux portes du centre. La mobilité humaine et la potentiel d'être une pierre angulaire du développement durable cette année. L'OIM a choisi de mettre l'accent sur l'action et les solutions. La région d'Obok se distingue comme l'une des régions du monde où le changement climatique a un impact significatif sur la mobilité humaine. Rappelons que des poèmes de lycée et d'un jeune migrant ainsi qu'une courte pièce de théâtre ont également été présentés pour partager l'expérience de la migration allant de la route de l'Est, puis la journée s'est clôturée par des danses traditionnelles. À l'occasion de la Journée internationale des migrants, nous remercions et célébrons de nombreuses possibilités qui apportent la migration. Pour avoir une vision sur la migration, non pas un challenge, mais des opportunités et des possibilités. La mobilité humaine est la possibilité d'être une pierre angulaire de développement durable. L'OIM, cette année, a choisi de mettre l'accent sur l'action et les solutions au lieu que des problèmes. Nous avons souhaité aujourd'hui offrir à nos partenaires des jeunes plantes cultivées au sein des centres d'assistance et d'orientation pour les migrants par des migrants. Notre pépinière est l'opportunité pour les migrants d'apprendre l'art du jardinage tout en combinant à la préservation de l'environnement local et à participer
au changement de l'environnement et la verdure de la ville d'Obok. Eh bien, l'OIM a souhaité offrir à ses partenaires des jeunes plantes cultivées au sein de leur centre de l'OIM, la pépinière de Coam, l'opportunité migrant, d'apprendre l'art du jardinage tout en contribuant à la préservation et à la végétalisation de l'environnement local. Écoutons la représentante de l'OIM. Les Nations Unies veulent destaquer et célébrer la contribution positive de la migration. Il faut, je crois, arrêter de voir la migration simplement comme un problème. La migration, c'est aussi une grande opportunité. Si on fait la migration bien réglée, bien régularisée, la migration, c'est une bonne opportunité pour les pays d'origine, parce qu'ils vont recevoir les remesses, l'argent qui sera envoyé pour les migrants. C'est une bonne opportunité pour les pays de destination, les pays hôtes, parce que les migrants, quand on va migrer, on va travailler. Et c'est aussi une opportunité, quand c'est bien réglé, pour les pays de passage. Donc, les Nations Unies défendent qu'on doit avoir un regard différent à la migration, pas seulement comme un problème, mais spécialement comme une opportunité et comme un droit et une chose qu'on a fait toute l'histoire. Je vais profiter pour remercier plusieurs collectifs. Les premières, un grand merci et félicitations à Djibouti. Djibouti a des normes plus ouvertes pour les migrants et pour les réfugiés. Je vais remercier aussi les collègues de l'AIOM. On est plusieurs ici. Et vraiment, vous me faites frère de représenter les Nations Unies. Et chaque jour, quand je suis au bureau à Djibouti, on est dans différentes réunions. Je sais que vous êtes ici à Obok, à Tajouda, à Lissabé maintenant, à Dikil, qu'on vient d'ouvrir un bureau. Bien, ce soutien est aligné sur le plan régional de réponse aux migrants pour la Corne de l'Afrique et du Yémen. Écoutons à présent le préfet. Cette journée mondiale consacrée aux migrants doit nous permettre, doit être une journée de fête et de réjouissance, d'accord, mais aussi une occasion de renforcer la sensibilisation chez les migrants, surtout pour leur montrer les dangers et les difficultés qui les attendent sur les routes en traversant la mer Rouge. La République de Djibouti n'est certes pas le pays de destination de ces milliers de migrants qui déferlent chaque année sur nos routes et pistes, mais un pays de transit vers lesquels, donc, selon eux, ils vont vers l'Eldorado. De telles journées de commémoration doivent être aussi pour nous, autres autorités du pays, représentants des nations onusiennes et autres, des journées de réflexion, de bilan et de perspective, et pour les migrants, une autre journée, une journée de fête peut-être, mais aussi une journée de sensibilisation. La République de Djibouti, avec ses ressources limitées, est déjà une terre d'accueil aux réfugiés des 4 pays limitrophes, l'Éthiopie, la Somalie, l'Érythrée et le Yémen. Face au phénomène de l'immigration irrégulière, mais il faut constater qu'il est de plus en plus difficile à notre petit pays de subvenir aux besoins de ces milliers de migrants qui se lancent chaque année sur les routes sans avoir conscience des dangers qui jonchent leurs routes. Avec la précieuse collaboration, heureusement, de l'OIM, la République de Djibouti offre aide et assistance à ces pauvres hommes, femmes et enfants partis de leur foyer à la recherche d'une vie meilleure. Mais malgré tous les moyens mis en place pour les aider, les assister, les sensibiliser, nous nous sentons parfois dépassés par cette tragédie humaine dont nous sommes confrontés tous les jours, mais ignorés par la communauté internationale qui se consacre beaucoup plus souvent sur la route de l'Ouest et celle du Nord. Je profite donc de cette journée pour lancer un appel à la communauté internationale pour nous aider à faire face à cette tragédie humaine. La République de Djibouti ne peut à elle seule subvenir à bout de cette immigration irrégulière, mais il est temps de mettre en place une collaboration et une concertation de tous les pays concernés, en l'occurrence les pays de l'IGAD. Je profite aussi de cette occasion pour féliciter tout le personnel de l'OIM, du Centre d'orientation d'Obok. Je vous dis d'abord bravo et félicitations. C'est l'appel à la prière, nous reviendrons tout juste après. On va vers le sud du pays où dans le cadre des préservations environnementales et de renforcement de la biodiversité, la région d'Ali Sébié
Et la préfecture du conseil régional de l'ICB, en collaboration avec l'armée Bias, a lancé hier matin une vaste opération de plantation d'arbres. Cette initiative, officiellement lancée par le préfet de la région Abdelmalik Mohamed Benoïta, en présence du président du conseil régional, du directeur régional du ministère de la Culture, ainsi que le colonel de l'armée Bias. Planter un arbre est une action noble et c'est une manière de prendre part dans la protection de l'environnement, a-t-il rappelé. Cette plantation d'arbres vise à sensibiliser la population locale sur l'importance de la nature, de la biodiversité et à encourager la biodiversité et une participation active de la communauté dans la préservation de l'environnement. Elle vise également à lutter contre les effets néfastes du changement climatique et à améliorer la qualité de l'air et du sol. Écoutons ces quelques réactions recueillies par notre équipe. Cette activité a commencé depuis maintenant plus de 3 mois. Et aujourd'hui, nous avons eu la main forte de l'armée. Le lieutenant-colonel Roblé a mobilisé toute son équipe et il prête main forte pour la région. Ils ont toujours été à côté de la région pour les accompagner dans toutes les activités sociales. Donc cette instruction nous a été donnée par le Premier ministre et c'est la vision aussi du président de la République de rendre la République de Djibouti et les régions des villes vertes. Donc nous sollicitons également l'effort et l'implication de la population des Assadjog et des Banidjog afin qu'ils contribuent et qu'ils participent activement à la plantation des arbres. Nous remercions également le ministère de l'Agriculture qui est toujours présent pour qu'on puisse continuer la plantation. Je tiens aussi à remercier le conseil régional qui œuvre pour le bien-être de la population de Assadjo, dont leur mission est résolue. Social à présent, où dans le cadre des efforts visant à améliorer les conditions de vie des orphelins, le Diwan al-Zaka a procédé hier à la distribution de la deuxième tranche de parrainage d'orphelins au Rafala pour l'année 2023. À cet égard, une importante délégation de la Fondation du Diwan al-Zaka, dirigée par le directeur adjoint, Cheikh Elmi Abdillah, s'est rendue dans la région d'Ali Sébié. La cérémonie de distribution s'est déroulée au siège du conseil régional d'Ali Sébié. Les bénéficiaires du parrainage, à noter que le parrainage au Rafala a été représenté à l'occasion de la distribution de cette aide financière. A souligné l'importance tangible de ce projet qui est initié par le président de la République, son Excellence Ismaël Merguez, en 2007, dans le cadre de la célébration de l'anniversaire de la naissance du prophète, et a rappelé que cette opportunité pour orienter les commerçants des régions à joindre liste des parrains, ce qui augmentera le nombre d'enfants bénéficiant du parrainage dans la région. Pour sa part, le vice-président du conseil régional a souhaité, le responsable du Diwan al-Zaka a apprécié ses efforts vis-à-vis à soutenir les groupes les plus vulnérables. Et dans l'actualité internationale, le Conseil de sécurité de l'ONU a de nouveau reporté son vote sur une résolution destinée à améliorer l'aide humanitaire à Gaza. Un texte largement affaibli qui n'appelle pas à l'interruption immédiate des hostilités, mais à désormais le soutien des États-Unis. Selon des sources diplomatiques, le vote est désormais prévu aujourd'hui. Mais le nouveau texte, résultat des négociations acharnées, sous la menace d'un nouveau veto américain, ne semble plus à la version mise sur la table dimanche par les Émirats arabes unis. Le nouveau projet de résolution rédigeait des mesures urgentes pour immédiatement permettre l'accès humanitaire sur son entrave et aussi à créer des conditions pour une cessation durable des hostilités. Au 77e jour de la guerre contre Gaza, les avions d'occupation ont continué à bombarder diverses zones et le ministère de la Santé a rapporté que le bilan de l'agression israélienne est de 20 000. Les martyrs, 53 000 blessés depuis le 7 octobre et 20 000 morts. D'autre part, les médias ont rapporté que l'armée avait retiré les soldats de la brigade Golani de Gaza après 60 jours de combat.
C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés. Le programme continue sur Télé Djibouti. Restez avec nous.